Bonjour, les rendez-vous Sinasav, c'est déjà le deuxième numéro. Après le numéro de cet été consacré à la PAC, eh bien nous voilà réunis autour d'un nouveau thème porteur pour les pros de la maintenance et des services en efficacité énergétique. Et ce thème, c'est celui du désembouage. Pour en parler, ils sont quatre à mes côtés. Éric Hernandez, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le vice-président du Sinasav, gérant d'ADG, Angers Dépannage Gaz, tout est dans le texte. En face, Franck Ingoglia. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes le directeur Europe du Sud chez Sentinelle, adhérent au Ciprodo, le syndicat professionnel du traitement de l'eau. À vos côtés, Nicolas Ledoux. Bonjour Nicolas. Responsable exploitation chez ECF, exploitation conducteur de fluide. Vous êtes à Fontenay-sous-Bois et vous êtes plombier chauffagiste depuis 30 ans. Et en face, le quatrième qui complète ce tour de table, Louis Moulin. Bonjour Louis. Bonjour. Responsable technique et formation chez Vaillant Group, un groupe industriel présent sur le marché du chauffage et de l'eau chaude. 12 000 collaborateurs dans le monde, 8 marques dont 2 en France, Saunier Duval et Vaillant. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation pour évoquer, donc je le disais, le désembouage. Posons tout de suite le sujet, Éric Hernandez. Désembouage, ça veut dire qu'au départ, il y a eu embouage ou embouement. Alors le désembouage, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un phénomène bien connu des professionnels depuis des années. Ce qui est beaucoup plus surprenant actuellement, c'est que ça touche des installations quasi neuves au bout de quelques mois. C'est le phénomène qui a tendance à s'accentuer. Et on le sait, pourquoi ça touche les installations neuves aussi ? On soupçonne effectivement, mais je pense que ça va être expliqué un petit peu plus tard après, c'est la différence des matériaux. Il y a tout un certain nombre de phénomènes qui font que les installations neuves s'embouent aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas des installations il y a 15-20 ans. Alors, embouage dit boue, Franck Ingoglia. La boue, elle est de quelle façon ? Je ne voudrais pas qu'on arrive dans un sujet un peu trop scato, mais voilà. De quoi parle-t-on quand on parle de boue et de chauffage ? Alors la boue, c'est la composition de plusieurs éléments. Donc c'est composé essentiellement de 3 types d'éléments qui sont le tartre, qui est bien connu, donc le calcaire en fait, en résumé. Les éléments de corrosion, qui sont en fait des éléments qui sont soit magnétiques, soit non magnétiques, donc soit ferreux, soit non ferreux. Et puis des éléments de développement bactérien, qui sont des micro-organismes qui se développent dans l'eau et qui donc constituent ce qu'on appelle communément des algues. Donc là, c'est important parce que vous l'avez dit avec beaucoup de diplomatie, mais parfois certains emploient le terme d'algues, comme Nicolas Ledoux. Vous nous dites que ce sont des micro-organismes, il n'y a pas d'algues dans les réseaux. Non. C'est un terme générique qu'on emploie pour que tout le monde comprenne, quoi. Oui. Mais ça ressemble vraiment à des algues pour qu'on s'imagine. À quoi ça ressemble cette boue ? C'est très solide ? Ce sont des bactéries filamenteuses, donc on imagine un peu des tissus qui se collent les uns aux autres, qui s'agrègent les uns aux autres et qui vont, au fil de l'eau, si je puis dire, qui vont constituer une sorte de magma un peu mou et qui parfois est malodorant d'ailleurs, donc c'est souvent comme ça aussi qu'on les identifie et qui ont évidemment des inconvénients dans un réseau de chauffage qui n'est pas là pour contenir ce genre de boue, mais plutôt pour être fluide et propre. On l'imagine. Merci pour la description. Alors je vous propose, avant d'aller plus loin à l'image de Fred et Jamy, eh bien de poser le sujet cette fois avec les images. Un embouage, qu'est-ce que c'est ? Voici la réponse illustrée. Ce matin, vous vous réveillez dans une maison froide. L'eau de votre douche est glacée. Vos radiateurs sont éteints et le témoin de panne de votre chaudière clignote. Quelle galère! Mais pourquoi votre chaudière s'est-elle arrêtée? Les eaux sales et les boues causées par le tartre et la corrosion se déposent dans votre installation de chauffage. Ils bloquent les canalisations étroites de votre chaudière en endommageant le circulateur et l'échangeur, ce qui provoque la panne de la chaudière. De plus, les boues s'accumulent dans les conduites et les fonds des radiateurs, entraînant la formation de points de corrosion et des bruits de chaudière au démarrage de l'installation. Un système de chauffage emboué et entartré utilise forcément plus de gaz et coûte plus cher à faire fonctionner. 87% des pannes de chaudière sont dues à un mauvais traitement de l'eau du système de chauffage et les interventions d'urgence sont loin d'être gratuites. Un circuit obstrué va considérablement réduire l'efficacité de votre chaudière à condensation. Et ce n'est pas tout. La garantie de votre chaudière deviendra caduque si l'eau s'avère encrassée.
Quelle solution adopter? Un désembouage est le meilleur moyen de nettoyer votre système de chauffage. La solution désembouant plus pompe nettoie l'ensemble de votre système en évacuant les boues présentes dans le circuit. Le nettoyage associant pompe et traitement désembouant est la méthode la plus efficace, et ceci d'autant plus que l'installation contient des boues magnétisables. Ne vous contentez pas d'une solution simpliste. Si un nettoyage complet demande plus de temps et de complexité, les résultats seront toujours positifs. Ce type de désembouage est de loin la solution de nettoyage la plus rentable pour toutes les installations de chauffage. Il est recommandé d'utiliser un inhibiteur pour protéger le système de chauffage de la corrosion et du tartre. Et pour une protection ultime de votre chaudière, demandez à votre poseur d'installer un filtre TF1. Détendez-vous, votre chaudière est là pour vous chauffer. Voilà, on est très détendu autour de ce plateau pour le nouveau rendez-vous Sinasav. Alors je pense que tout le monde a bien compris ce que c'était que l'embouage et le désembouage. Nous allons évidemment faire dans l'ordre. C'est un phénomène connu et d'ailleurs le Sinasav a fait un sondage auprès de ses adhérents pour voir quelle était l'ampleur du sujet. Tout à fait. Éric Hernandez. Le CNSAV a fait un sondage auprès de ses adhérents pour en mesurer l'ampleur. Le résultat de ce sondage, c'est que 40% des installations sont embouées, soit à peu près 4,8 millions. Alors ça n'est pas rien. Est-ce que c'est quelque chose, quand vous allez chez les clients, Nicolas Ledoux, que vous constatez véritablement? C'est quand même 4 sur 10, c'est énorme. On le constate, puisque déjà c'est l'activité principale de notre société. Donc on a une équipe, 2 équipes même qui travaillent tous les jours à cette tâche. Donc on fait énormément de désembouages à l'année et c'est de plus en plus. On a besoin de main-d'œuvre pour effectuer ce genre de travaux, puisque les désembouages se multiplient tous les jours, de plus en plus. Alors, chose importante aussi sur le sujet du désembouage ou de l'embouage, c'est qu'avec un nouvel arrêté qui vient d'être pris il y a à peu près un an, en juillet 2020, on pourra le prévenir avec plus de facilité, Franck. Oui, l'arrêté du 24 juillet 2020 oblige l'entreprise de maintenance et oblige le particulier à faire contrôler sa qualité d'eau. En fait, c'est un contrôle de l'embouement qui est demandé dans le cadre de son contrat de contrôle d'entretien de chaudière. Oui, parce que je le rappelle, nous sommes, nous particuliers, obligés de faire contrôler notre chaudière par un professionnel chaque année. Oui, et pas seulement chaudière. C'est important de rappeler aussi que lorsque le législateur a conçu ce texte, il a aussi poussé jusqu'à faire la même demande pour les pompes à chaleur, oui. Pas seulement pour la chaudière. C'est ce qu'on a vu dans le précédent rendez-vous Sinasav au mois de juin, c'est tous les 2 ans. Hein. Alors on peut le faire plus souvent, une obligation tous les 2 ans. Mais en tous les cas, donc c'est le bon moment pour faire ce test de la qualité de l'eau. Absolument, c'est le moment idéal pour les entreprises de services de contrôler la qualité d'eau et l'embouement dans le réseau. Alors Éric Hernandez, je vais vous demander de vous transformer un peu en Michel Chevalet pour ceux qui nous regardent, qui ont déjà un certain âge et qui connaissent, de nous dire comment ça marche. Alors comment on pratique ce test Michel? C'est un test visuel qui est élaboré. Après, il existe des petits outils qui sont très simples. Le plus courant, c'est cette petite éprouvette-là. Tout simplement, alors je ne sais pas où est la caméra. Voilà, elle est juste face à vous. C'est la caméra sur la grue. Voilà, regardez, voilà, elle est là. Ici, voilà. Elle va arriver, voilà. Le temps de faire le point. Hop, non, de l'autre côté, voilà, c'est parfait. Voilà. Ne bougez plus. Voilà. Là, on aperçoit les cercles dans le fond. Oui. On met un échantillonnage de l'eau du circuit de chauffage dans cette éprouvette. Et quand les cercles du fond n'apparaissent plus, c'est tout simplement que l'eau est embouée et du coup nécessite un traitement. Donc c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'un prélèvement d'eau à la sortie de la chaudière, pardonnez-moi, je ne suis pas technicien, on prélève l'eau et puis tout de suite le tube donne le résultat. Lors de la visite d'entretien, on est obligé de vidanger la chaudière pour contrôler certains éléments. Et donc c'est lors de cette vidange qu'on fait ce prélèvement d'eau. Ça prend pas plus de temps lors de la visite d'entretien. Et ça permet de voir si l'embouage est nécessaire ou pas. Et du coup d'avertir notre client du traitement éventuel. Nicolas Ledoux, le client, il est surpris quand vous pratiquez ce test? Certains sont surpris, oui, parce qu'ils ne s'attendent pas à avoir une eau aussi chargée, comme on appelle ça dans notre jargon, mais aussi noire, et ils pensent voir de l'eau limpide sortir de son installation, et ce n'est pas du tout le cas, et des fois c'est du pétrole
Donc ils sont oui, très très étonnés. Hein. Et je voudrais juste apporter un petit point de précision sur le test. Il est vraiment important qu'il se fasse en point bas de l'installation, puisqu'effectivement ce sont des matières lourdes et ça descend dans l'installation, ça ne va pas remonter. Donc il faut les Donc, faire il faut le évidemment faire en point bas, au sinon, point sinon c'est pas valable. le plus bas. C'est fiable à 100%, on a bien compris que si je ne voyais pas les deux ronds, les deux cercles, l'eau était forcément... Ah oui, c'est fiable à 100%. Mais même quand des fois elle n'est pas noire, elle est marron, c'est chargé en quelque chose, c'est pas normal. J'ai amené un échantillonnage. Vous voyez, là, on a l'eau d'un circuit. Quand elle est en mouvement, elle est complètement opaque. Oui. Donc là, le type d'embouage de ce petit flacon, c'est tout simplement des particules métalliques. Comment un technicien de maintenance s'aperçoit que c'est une pollution liée aux particules métalliques? Tout simplement avec un aimant. En mettant un aimant, on voit que les particules métalliques se font piéger. Et du coup, c'est simple de savoir que c'est un traitement pour éliminer justement ce type de pollution des installations. Vous faites vraiment bien, Michel Chevalet. Merci. Je n'ai pas dit Jérôme Bonaldi volontairement parce que généralement ces explications ne marchaient pas à l'antenne. Donc mieux vaut avoir la référence. Voilà. Louis Moulin, on ne vous a pas encore entendu. On a parlé surtout de prélèvements et de curatifs. Alors nous allons évidemment au fur et à mesure de ce rendez-vous évoquer les différentes façons de désembouer. Mais une question toute simple, est-ce que les fabricants déjà au niveau de la conception, de la fabrication ne peuvent pas intervenir pour limiter le phénomène? Alors si, effectivement, on va travailler pour limiter le phénomène sur plusieurs paramètres. Tout à l'heure, on l'a cité, donc c'est lié à la création d'oxygène dans les réseaux, donc qui vont créer des bactéries ensuite et générer des algues ou des bactéries filamenteuses qui après s'agglutинent les unes aux autres et donc créer ces sortes de boues et d'algues. Donc le premier objectif, c'est limiter l'apport d'oxygène dans les réseaux. Plusieurs moyens. Le premier, on va arrêter la vaporisation de l'eau dans notre générateur. C'est-à-dire que s'il y a une montée en température trop rapide dans notre échangeur, l'eau va se vaporiser, et donc on va sortir l'oxygène de l'eau et donc apporter des bulles dans le réseau, porter à la limite à ébullition et donc apporter des bulles dans le réseau, et ce qui va générer derrière la création de ces bactéries. On a parlé de tartre également. On sait que le tartre vient se créer, l'entartrage vient se créer s'il y a aussi des montées en température très rapides ou avec de l'eau très chaude. Pareil, on va limiter les montées en température excessive ou la température excessive dans certains réseaux. Enfin, pour l'aspect magnétique, on va essayer de limiter l'électrolyse dans nos appareils, en mettant des raccords diélectriques, c'est-à-dire qu'on fait des séparations de matériaux entre différents matériaux. On va mettre des bouts en plastique, par exemple, des matériaux en plastique entre du cuivre et de l'inox, du cuivre et de l'aluminium, etc., pour éviter de venir créer de l'électrolyse et donc des bouts à terme. Franck Ingouglia, j'entends Louis Moulin nous dire qu'il faut minimiser l'apport d'oxygène dans H2O. Il y a un peu haut. H2O, il y a l'oxygène, oui. Effectivement, et il y a toujours de l'oxygène. Donc ça veut dire qu'on aura toujours le problème, même si on prend les précautions, les meilleures précautions en amont. Un système qui contient de l'eau, par définition, contiendra toujours de l'oxygène, ça c'est clair. Et donc, le travail qui est fait par les fabricants et par l'ensemble, je dirais, de la chaîne et de la filière pour limiter ces problématiques d'oxydation, puisque là, quand on parle d'oxygène, on parle d'oxydation sur les métaux, malgré tout, est quasiment inévitable à long terme. Donc, il faut prendre un certain nombre de précautions. Dont on va sans doute parler ultérieurement, mais qui sont des précautions de protection en fait, des différents composants du circuit. Alors sur le sujet de l'eau, vous nous dites il y aura de toute façon de l'eau, dès qu'il y a de l'oxygène, il y aura un souci, entre guillemets. Est-ce que toutes les eaux se valent? Je ne voudrais pas faire une sorte de test de bar à eau comme dans les bars branchés Hype de Paris, mais est-ce que toutes les eaux se valent? Non, toutes les eaux ne se valent pas, et c'est là aussi l'intérêt de tester et de vérifier la qualité de son eau, puisqu'on a des eaux plus ou moins calcaires, plus ou moins conductives, et c'est elle qui va déjà donner une base à la qualité de notre installation, et de la durée de vie de l'installation, et du retardement de l'embouement aussi. Ça arrivera quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que si on a un bon point de départ, une bonne qualité d'eau au départ, on retardera le phénomène. On le retardera et même considérablement, des fois, puisque comme tout à l'heure disait monsieur, on a ce phénomène sur des installations neuves
que si on pratiquait les bons traitements tout de suite, on pourrait retarder le phénomène sur plusieurs années. Vous avez vu, depuis que vous êtes passé à la télé, Michel Chevalier vous appelle monsieur. Ouais. Donc tout de suite, ça prend de la... Toujours. Ça prend de l'importance. J'ai une question qui est passée par les antennes du CINASAV, si je puis m'exprimer ainsi, par les organisateurs. J'avais l'impression qu'on y avait répondu, mais je vais quand même vous la poser. Quelles sont les obligations réglementaires en matière de désembouage, Eric Hernandez, puisque vous représentez le syndicat? Les obligations réglementaires, c'est l'évolution de l'attestation d'entretien du 24 juillet 2020, sur laquelle a été rajouté ce contrôle visuel de la qualité de l'eau des installations. Donc c'est l'obligation. C'est une obligation. Derrière, le particulier, lui, n'a obligation de rien. C'est le professionnel qui a obligation d'information, on est d'accord? Exactement. Le professionnel a obligation d'informer son client. Et je pense qu'on reviendra un petit peu plus tard sur les conséquences de la non-réalisation d'un rinçage ou d'un traitement. Vous êtes d'accord sur le sujet? Il n'y a pas d'obligation pour le particulier. Après, il y a ses risques et périls. Bien entendu, ce sera à lui d'en assumer les conséquences et de sortir son carnet de chèques pour faire réparer son installation, changer ses émetteurs, enfin tout ce que ça peut entraîner, parce que ça peut aller jusqu'à l'arrêt total de son installation et la réfection limite des fois complète de l'installation. Bah tiens, puisqu'on parle d'argent, j'ai une nouvelle question. Le désembouage permet-il de faire des économies de chauffage et forcément des économies tout court à la fin? Bien sûr, c'est certain, puisque vous traitez le problème à la base et par le fait, vous faites des économies d'énergie puisque vous allez chauffer uniquement l'eau. Vos émetteurs développeront leur puissance initiale, parce que bien entendu, un radiateur qui est plein à la moitié ne chauffera qu'à moitié. Donc vous devrez dépenser plus d'énergie pour obtenir votre température choisie de consigne, comme on dit. Donc c'est obligatoire, c'est mathématique. Puisque vous avez déjà un peu abordé les aspects liés aux impacts sur la performance des équipements, est-ce que n'importe quel équipement est concerné, Louis Moulin? Oui, tout à fait, que ce soit les chaudières ou les pompes à chaleur. À partir du moment où on doit transmettre de la chaleur produite à un réseau via des échangeurs, si ces échangeurs sont emboués, forcément, il y aura un impact sur cette transmission de chaleur. Donc tous les équipements sont concernés. Ils sont concernés par plusieurs choses. La performance de l'équipement, comme vient de le dire M. Ledoux. C'est dommage, monsieur. La performance est forcément impactée. Si on diminue cet échange, forcément le rendement sera inférieur. Enfin, il y a un phénomène qui va se créer, c'est qu'on va augmenter les cyclages des appareils, les courts cycles. Donc l'appareil va démarrer, s'arrêter, pour la bonne et simple raison que l'appareil doit se protéger. On va éviter les montées en température trop rapides pour ne pas créer de surchauffe. Donc il y a une régulation électronique des appareils qui vérifie que la chaleur qui est produite est bien transmise au réseau. Si cette chaleur n'est pas transmise au réseau, puisqu'il n'y a plus assez de débit pour transmettre cette chaleur au réseau, pour éviter les surchauffes, on va couper les appareils. Ensuite, va se mettre un phénomène de pompe. On va faire tourner l'eau dans le réseau pour refroidir l'échangeur. L'appareil va redémarrer, va se réarrêter, redémarrer, réarrêter. Ça sollicite les composants, ça crée des cyclages. Et tous nos appareils, peu importe les fabricants, démarrent entre 55 et 65% de la puissance maximale des appareils. Donc on démarre à chaque fois à 60%, 65%, on s'arrête, ainsi de suite. Et on sait très bien que pour avoir la meilleure performance possible des équipements, il faut qu'ils régulent en puissance de l'ordre de 30 à 35%. C'est là où on a les meilleurs rendements. Donc si on fait que démarrer à 60, arrêter, démarrer, arrêter, forcément à terme, ça va se ressentir sur la performance globale énergétique de l'installation. Alors là, vous nous parlez des générateurs, je crois que c'est comme ça que vous dites dans le jargon. Néanmoins, le réseau joue un rôle aussi, Nicolas Ledoux. Il n'y a pas que la machine au départ. Bien sûr, si vos tuyaux sont encombrés, si les émetteurs sont encombrés, vous n'aurez pas la puissance requise pour obtenir votre température que vous aurez réglée avec votre petit thermostat. Vous ne pourrez pas monter en température et vous solliciterez d'autant plus le générateur et ainsi de suite. C'est une réaction en chaîne, ça marche ensemble, c'est un circuit fermé comme on dit, donc tout fonctionne ensemble. S'il y a une partie de l'installation qui ne marche pas, ça entraînera des dégâts sur une autre partie, ça va de soi. Et quelle que soit la typologie, Franck, pardon. Non, je voulais juste rappeler qu'on a tendance à oublier, même si on connaît à peu près les pertes de rendement liées à l'entartrage. C'est quelque chose qui est assez connu, notamment dans le monde pour tout ce qui touche, par exemple, à la production d'eau chaude, au chauffe-eau. Mais il faut rappeler que les boues dont on parle là, notamment les boues de corrosion, elles ont à peu près le même effet
donc on dit habituellement que 1 mm de tartre va diminuer d'à peu près 10% le rendement, donc la transmission de calories, on va être dans ces proportions-là. Donc c'est effectivement une perte de rendement importante. Alors, on évoque la corrosion, mais si je ne me trompe pas, de moins en moins de réseaux utilisent du métal. On est plutôt dans ce que je vulgariserais en disant du plastique. Comment c'est possible, ça, Oui, tout à fait. qu'on trouve de la corrosion dans un réseau plastique? Dans les réseaux PER, oui, les réseaux plastiques, et bien, tout simplement parce que le PER n'est pas étanche complètement à l'oxygène. Donc, on va laisser pénétrer de l'oxygène dans l'eau en plus grande quantité que sur un réseau acier ou cuivre. Et du fait, on va avoir de l'oxydation, puisqu'on aura laissé pénétrer l'oxygène. Et puis, qui dit oxydation, dit corrosion, et ainsi de suite. Et puis, on s'en sort pas, quoi. Alors, on va regarder justement le prochain reportage sur les conséquences illustrées d'une mauvaise qualité de l'eau dans l'installation. La qualité d'eau dans un circuit de chauffage moderne, elle est primordiale. Aujourd'hui, on a des chaudières qui sont des Rolls-Royce. Et pour être performante, elle a besoin d'un fluide de qualité optimale. Et donc, lorsqu'on va remplacer une chaudière sur un système existant, il est très important de prendre en compte les bouts qui sont à l'intérieur de ce système. L'embouage a un impact direct sur le fonctionnement et la pérennité des pièces du circuit de chauffage. Et à ce titre, garder une qualité d'eau optimale, c'est s'affranchir de tous les problèmes potentiels liés à cet embouage. Aujourd'hui, une installation de chauffage moderne qui fonctionne avec une qualité d'eau qui n'est pas bonne ne va pas être capable d'avoir son rendement optimal et elle risque également de ne pas permettre de transmettre le confort optimal aux particuliers. Lorsqu'on parle de dégradation de la qualité d'eau de l'installation de chauffage, il s'agit soit d'entartrage, soit de corrosion des métaux, soit de développement de micro-organismes. Il est proposé aujourd'hui aux professionnels du chauffage tout un panel de solutions aussi bien de type matériel, pompe à des embouées, mais également un panel de produits qui vont permettre généralement l'un avec l'autre, d'optimiser la qualité du nettoyage du système chez le particulier, en fonction également du type de réseau auquel on a affaire. Nicolas Ledoux, les impacts sont importants sur le matériel, on va le voir peut-être de façon plus détaillée dans quelques instants, mais aussi déjà pour celui ou celle qui occupe le logement. Bien entendu, alors une sensation d'inconfort, puisque son chauffage fonctionnera plus ou moins bien, et même jusqu'à plus du tout. Donc quand ça vous arrive en plein hiver et que vos radiateurs ne chauffent plus, forcément, on vous appelle. C'est très inconfortable. Je vous appelle. Effectivement, vous nous appelez. Oui. Mais les 3/4 du temps, ils appellent d'abord leur service, leur entreprise de maintenance de chaudière, qui après font appel à nous, parce que c'est un métier qui est très méconnu du grand public. Les embouages, les professionnels nous connaissent, mais le public non. Et donc c'est comme ça qu'on finit par intervenir chez nos clients, oui. Alors on l'a vu tout à l'heure, 40% des installations sont embouées. Vous estimez au SINASAV que c'est aussi à l'origine de 30%, un tiers des pannes. C'est exactement ça, c'est 30% des pannes. Cette problématique va même au-delà, hormis de nous générer des dépannages réguliers, ça va au-delà, c'est qu'on peut être mis en cause tout simplement quand à un moment un client a son installation qui est embouée, qui a une pièce qui est défectueuse dessus et qui ne veut pas payer parce qu'elle a un certain coût, on part en expertise et si nous professionnels, nous n'avons pas rempli notre devoir de conseil en lui faisant le fameux devis des embouages dont on parlait tout à l'heure, on peut être mis en cause dans ce sens-là. Et pas que, je pense que Louis va pouvoir intervenir dessus. Certaines garanties peuvent être refusées en raison de la mauvaise qualité de l'eau. C'est-à-dire que si un réseau vient à avoir une panne, un expert vient constater que l'eau n'a pas été traitée, vous, derrière, vous pouvez ne pas faire jouer la garantie, même si l'appareil est sous garantie. Tout à fait. Alors comment ça se passe? Chaque pièce qui est remplacée par les opérateurs après-vente, donc par les entreprises SAV, sont renvoyées dans nos services pièces de rechange et chacune sont contrôlées. Quand il y a certaines pièces qui sont pleines de boue, je veux dire, ça se voit sur les échangeurs ou quoi que ce soit. Donc il y a plusieurs pièces qui peuvent être impactées. Le premier, c'est l'échangeur de chaleur. Sur une chaudière, on va l'appeler le corps de chauffe. Sur une pompe à chaleur, on va l'appeler le condenseur.
Si on reprend un petit peu sur la pompe à chaleur, l'intervention en plus SAV pour remplacer un condenseur, elle est assez onéreuse, donc tous les générateurs sont impactés. Donc cet échangeur de chaleur peut être remplacé, c'est un coût assez onéreux. Si on voit qu'il est plein de boue, on ne va pas le prendre sous garantie. Et tous les composants du circuit hydraulique, 23 voies, circulateur, j'en passe, les soupapes, etc., peuvent être impactés par la boue. Et donc, on va contrôler visuellement, voire démonter les circulateurs pour vérifier qu'il n'y a pas de la boue à l'intérieur. Et s'il y a de la boue à l'intérieur, on les refusera systématiquement pour la prise en charge sous garantie. La garantie, 5, 10 ans? Question très différente. Du Grandil, mais quoi, c'est au bout de 5 ans? Sur l'usage de la profession, c'est 2 ans sur l'ensemble des composants hydrauliques et 5 ans sur les échangeurs de chaleur. Donc, l'usage de la profession. Donc ça veut dire, parce que je voudrais justement rebondir sur quelque chose qui a été dit en préambule, qu'on a un petit peu effacé, c'est que l'embouage, l'embouement peut arriver très vite. Non pas le particulier qui change son installation pense qu'il est tranquille pour les 10 prochaines années. Donc ça veut dire qu'au bout de 2 ans, il peut se retrouver face à un sujet lié à l'embouage. Exactement. Le sujet peut se présenter directement au bout d'1 an. Et là, c'est compliqué pour le client de comprendre qu'il a une chaudière qui a 1 an, qu'il a une pièce conséquente à remplacer dessus, qu'elle ne rentre pas au titre de la garantie, qu'elle doit lui être facturée et qu'en plus, il doit avoir une facture de nettoyage de son installation à gérer. Donc on en revient à ce qu'on disait au début, un bon traitement fait lors de l'installation, mais c'est quasiment plus qu'un bon traitement. Il faut faire au minimum un rinçage à l'eau claire, puisqu'on s'est rendu compte également que les matériaux dans le stockage pouvaient avoir pris des particules. Voilà, j'allais me faire l'avocat du diable. Comment est-ce possible que pour une installation neuve, voire une maison neuve ou un logement neuf, au bout de 2 ans, je me retrouve face à un problème d'embouage? Comment c'est possible ça? Un réseau de chauffage neuf, malgré le fait qu'il soit neuf, n'est pas nécessairement exempt de particules qui vont provoquer des corrosions. Au contraire. Pas même. Au contraire. Il ne l'est pas, vous dites. Il ne l'est pas, non, parce qu'il est sale. Il est souvent déjà sale, parfois par l'effet du chantier, mais le plus souvent, c'est lié au fait même des matériaux utilisés, puisque certains de ces matériaux vont utiliser par exemple des dérivés chlorés, les flux de brasage par exemple, qui vont être des éléments qui vont accélérer les corrosions. Donc il est assez simple en fait quand on réceptionne un chantier neuf, déjà d'éliminer ces éléments-là par un nettoyage préalable. C'est malheureusement trop peu fait. On parle de rinçage parfois, mais je dirais qu'au-delà du rinçage, il faut peut-être même aller jusqu'à avoir ce réflexe de nettoyer correctement un réseau neuf, que ce soit un vrai réseau neuf ou un réseau en rénovation d'ailleurs. Voilà. Nicolas Ledoux, tout à l'heure, vous nous parliez des façons de se rendre compte de l'embouage de son réseau. C'était l'inconfort lié à la température souhaitée qui n'est pas atteinte. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo illustrée, on voyait à l'intérieur des radiateurs. Oui, aujourd'hui, est-ce qu'une technique autre que celle utilisée pour l'illustration, un peu bande dessinée, un peu dessin animé, existe pour qu'on puisse montrer aux uns et aux autres votre émetteur, votre radiateur est un peu chargé? Il suffit d'ouvrir la purge du radiateur, on va s'en rendre compte tout de suite. L'eau, elle va couler noire automatiquement. Donc c'est juste ça à faire. On dessert au niveau du raccord du T de réglage du radiateur. On aura de l'eau noire, on va le voir tout de suite. Après, le traitement, l'illustration montrait très très bien comment ça se faisait, de toute façon. Mais c'est tout. C'est pas sorcier au final pour se rendre compte. Il suffit d'en avoir conscience, en fait. C'est quelque chose que je pense que la clientèle n'a pas conscience que c'est un phénomène qui se produit. Et à part l'inconfort, est-ce que j'ai d'autres signes qui peuvent me permettre de détecter que mon réseau était... Oui, des signes avant-coureurs. Du bruit ou quelque chose alors, sur certains émetteurs, en particulier une marque française que je ne citerai pas, mais sur ces émetteurs-ci, oui, parce qu'on va avoir un phénomène de bouillonnement dans la chaudière. Donc, qui va faire qu'on va se rendre compte qu'il y a le client va nous appeler pas pour un désembouage à la base, il va nous appeler parce que sa chaudière fait du bruit. Et nous, on en déduira que c'est ça. Éric Hernandez. Il y a un autre aspect pour compléter. Les clients, quelque chose qu'ils comprennent bien, c'est vous avez la surface d'un radiateur et ils nous disent tiens, c'est marrant, il n'y a qu'une bande de 10 cm en haut qui chauffe et tout le reste du radiateur est froid. Et froid en bas. Donc ça, c'est quelque chose de tout simple. Après, nous, on a des outils plus perfectionnés, mais qui permettent de confirmer. C'est une caméra thermique où effectivement, on voit visuellement la dispersion de la chaleur dans l'élément. Donc ça permet de confirmer. Mais c'est souvent ça. C'est-à-dire que la main passer la main suffit déjà pour voir si exactement. Si la circulation se fait. Même pas pensé, moi. Quelles sont les recommandations des fabricants de chaudières et de packs? Ce sont les questions de la nouvelle salve qui arrive.
Les recommandations. Alors, je me tourne vers vous, puisque c'est vous le fabricant, enfin, le représentant sur ce plateau. Les recommandations sont simples. C'est changer de matériel tous les ans. Non, je plaisante. C'est de suivre les recommandations des spécialistes de la qualité d'eau. Donc à la fin de nos catalogues, on a évidemment des recommandations sur la qualité de l'eau. Évidemment, dans tous nos manuels aussi, nos notices d'installation, etc. On peut mettre des systèmes, nous ce qu'on préfère c'est des systèmes préventifs plutôt que curatifs, puisque sinon on va venir remplacer différentes pièces sur les appareils. Un échangeur de chaleur ne peut pas se désembouer la plupart du temps, donc on va devoir remplacer cet échangeur de chaleur. On peut mettre des filtres, on peut mettre des produits qui inhiberont au maximum les boues. Évidemment, comme l'a dit tout à l'heure Franck, il y a de l'oxygène dans l'eau, donc c'est inévitable, il y aura quelque chose qui va se créer. Enfin, il y a d'autres accessoires, selon la taille des réseaux qui sont possibles de mettre, des échangeurs séparateurs de réseaux, c'est-à-dire qu'au moins, on va protéger le générateur de ce qui se passe sur le réseau pour éviter d'avoir un gros coup sur le générateur en cas d'embouage du générateur. Des volumes tampons assez conséquents qui vont venir piéger les boues en partie basse, comme tout à l'heure l'a cité Monsieur Ledoux. La boue est lourde et donc va se piéger dans les parties basses des installations. Et en général, donc les volumes tampons ou les gros volumes de découplage vont piéger de la boue. Puis après, je vais laisser sûrement Franck compléter, qui sera plus expert que moi sur... Alors sur les moyens, et en tout cas les recommandations, moi je recommande surtout aux professionnels et éventuellement même à leurs clients de se rendre sur le site du Ciprodo, parce que le Ciprodo a justement travaillé sur le sujet. SYPRODEAU. Exactement, bravo. A travaillé sur le sujet assez longuement justement avec l'association Uniclimat, sur les recommandations et en tout cas les niveaux de standards de qualité d'eau qui étaient requis, notamment au remplissage, c'est-à-dire dès le départ de la vie du réseau. Donc sur cette partie-là, il y a des choses assez claires aujourd'hui qui existent sur un guide technique de la qualité d'eau, qui est le tome 1. Et sur le tome 2, on a travaillé avec le SINASAV sur donc le Ciprodo a travaillé avec le SINASAV sur les recommandations en termes de maintenance, donc les actes de maintenance qui étaient requis. Donc avec ces deux éléments aussi, je dirais, de référence, on peut déjà avoir beaucoup d'éléments sur de réponse pour nos auditeurs, si je puis dire. Ouais, plutôt téléspectateurs. Les auditeurs, c'est quand ils n'ont pas l'image, mais ça n'est pas grave. J'ai une question un peu technique, mais c'est vrai qu'elle est importante. Un plancher chauffant, est-ce que c'est plus fragile que des radiateurs ou l'inverse en matière de désembouage ou d'embouage déjà? Est-ce que ça s'emboue plus facilement? Alors, plus facilement, je ne saurais pas y répondre, mais en tout cas, c'est aussi sensible. Sauf que ce n'est pas le même embouement. Ça va être nos algues. Les fameuses. Ça sera nos fameuses algues. Ouais. On n'aura pas de corrosion dans le plancher, puisque c'est des tuyaux en plastique. Donc, ça ne sera pas de la corrosion vraiment, mais après, on peut les retrouver quand même s'il y a une autre boucle de chauffage composée de radiateurs. Forcément, il y a un moment, ça va se mélanger. Mais le plus gros, ce sera des algues. Un plancher chauffant, c'est pourtant de la basse température. Il se produit quand même quelque chose à basse température? Alors, Hernandez, pour compléter, la différence entre un plancher chauffant et des radiateurs, c'est tout simple. Vous avez un radiateur qui est bouché. On n'arrive pas à le déboucher à la pompe, c'est pas grave, il est remplacé. Vous avez une boucle de plancher chauffant qui est bouchée dans le sol, qui alimente par exemple toute une chambre, tout un circuit de chambre. Elle est bouchée dans le sol. Et on n'arrive pas à la déboucher. On change de chambre. Faut casser. Ben là, effectivement, on peut changer de chambre. C'est une des solutions. Mais c'est plus problématique. Donc c'est vrai que c'est pas plus compliqué à rincer. C'est des bouts qui sont différentes. Ça s'encrasse. Mais par contre, il y a une conséquence derrière si le traitement ne fonctionne pas ou si le désembouage ne fonctionne pas, qui est beaucoup plus inquiétante. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé une fois chez un client. Et le client, du coup, a fait équiper la pièce d'un radiateur électrique. Donc c'est une réponse de Normand que vous me faites. Un plancher chauffant ou un radiateur, ça n'est pas plus fragile, c'est différent, on va dire. C'est différent. Ça voilà. Ouais, c'est différent. Mais alors justement, comme vous abordez le sujet pour le désembouage, nous allons maintenant passer à la troisième et dernière partie. Déjà, je sais, ça passe très très vite, de ce rendez-vous SINASAV. Quand et comment pratiquer un désembouage? Est-ce que vous avez des conseils à donner, Eric Hernandez, sur le sujet? Alors, quand? Tout simplement après le conseil d'un professionnel. C'est-à-dire que... Après la visite, par exemple, annuelle professionnelle. Très souvent, on a un pic de demande après les travaux de peinture d'été. Vous savez, les gens décrochent le radiateur pour repeindre le mur. Et là, en vidangeant, ils se rendent compte que l'eau est noire. Et là, souvent, ça déclenche une demande de... Monsieur Ledoux confirme. Voilà. C'est vrai. Voilà. Donc, après, il n'y a pas de période plus adéquate pour le faire. Aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent de le faire toute l'année, en fait. On peut faire un rinçage.
l'idéal en tant que professionnel, c'est de faire des rinçages en dehors de la période pic d'activité pour nous, puisque un rinçage, ça prend du temps. Mais un client qui sera en panne totale en plein hiver n'a pas de raison de rester en panne totale pour cette pathologie en plein hiver. On peut la traiter à n'importe quelle saison. Alors, pardon, je peux Franck, me oui, permettre, bien sûr. je reprends le terme de rinçage, et c'est un terme différent. Le désembouage et le rinçage, le rinçage fait partie du désembouage, mais le désembouage... Si vous voulez, on va y venir dans quelques instants pour vous poser la question comment. Mais après le quand, je voudrais dire une autre question. Le délai entre deux interventions, si tout se passe bien, est-ce qu'on est d'accord, la profession, sur le délai à attendre entre le moment d'une et d'une autre opération de désembouage? Alors, la règle historique, c'était sur un circuit radiateur, c'était à peu près tous les 15 ans. Et sur un circuit plancher chauffant, c'était préconisé tous les 5 ans. Tout à l'heure, c'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, le bon timing, c'est entre 5 et 10 ans. Il n'y a pas un délai type à définir. C'est vraiment, à chaque visite d'entretien, il faut contrôler la qualité de l'eau et déterminer si il y a un... C'est sûr qu'on ne va pas le faire tous les ans. Si on était amené à faire un rinçage tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, c'est qu'il y aurait quelque chose qui ne marcherait pas dans le rinçage qu'on a fait. Mais la moyenne, hein, c'est entre 5 et 10 ans tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça que la réglementation n'est pas trop mal faite désormais. Avec le contrôle annuel de la qualité de l'eau, on peut montrer au particulier quand c'est nécessaire de faire ce désembouage. Et là, en le contrôlant tous les ans, ça permet de le faire au bon moment. Franck, pour moi, un désembouage, quand il est fait dans les règles de l'art, et donc ça suppose que effectivement les professionnels soient formés à ça quand ils ne l'ont pas été. Et force est de constater que la plupart aujourd'hui maîtrisent les techniques, mais les fabricants de produits de traitement et les adhérents du Ciprodo, par exemple, sont aujourd'hui formateurs de ces techniciens. Donc si on part du principe qu'un embouage existe et que le désembouage a été fait correctement, ensuite la question c'est comment on maintient le niveau de qualité d'eau. Donc ça demande un suivi. Et ce suivi, il est crucial. Voilà. À partir du moment où on a un suivi, on ne sera peut-être pas amené à refaire un désembouage tous les 5 ans. Peut-être que oui, mais très probablement, on sera amené tout simplement à faire de l'entretien, un suivi tout simplement de Nicolas ? la qualité d'eau. Oui, bien sûr. Si on suit, qu'on fait les analyses autres que la turbidité, parce qu'on peut aller plus loin dans le processus, on va allonger la durée de vie de l'eau, j'ai envie de dire, et forcément on retardera l'embouage et forcément le désembouage. On pourra prolonger un petit peu. C'est juste ajouter un petit point dessus, c'est nous on préconise au moins de vraiment faire un contrôle poussé de la qualité de l'eau au moment du remplacement des appareils, parce que n'importe quel particulier, il ne va pas comprendre qu'au bout d'1 an, on vient de lui poser un générateur tout neuf qui vient d'acheter, et 1 an après, on lui dit votre appareil il est bouché, la pièce est à changer, elle est refusée en garantie, etc., etc. Donc ça représente des coûts, il ne comprendra pas. Donc je pense que le contrôle, il doit au moins être poussé au moment du remplacement de l'appareil, et puis grâce maintenant à la nouvelle réglementation, pendant toute la durée de vie. Et s'il y a un point essentiel, c'est vraiment de le faire au moment du remplacement. Si ça n'a pas été fait pendant les 10-15 dernières années, il faut vraiment le faire. Alors après le comment et la fréquence, le quand et la fréquence, comment ça marche? Alors un désembouage, en sachant bien que vous nous avez précisé qu'il ne fallait pas confondre un rinçage et un désembouage, et que les deux sont liés, mais il ne faut pas confondre. Oui. Je vais vous poser la question, Franck. Alors rapidement, comment ça fonctionne quand l'opération est lancée, que le client a dit « OK, on y va ». En résumé, il va falloir déjà vidanger le réseau de son fluide caloporteur existant. Donc on va commencer par là. Et ensuite, on va rincer. C'est là que l'intervention de rinçage va se passer. Dans un deuxième temps, on va additionner au réseau, en général, un additif de type chimique qui s'appelle un désembouant, tout simplement, ou un nettoyant, de manière plus large, et on va le faire circuler dans le réseau. Et on va le faire circuler, ça, il y a plusieurs philosophies, on peut le faire circuler plusieurs semaines et décoller, je dirais, tous les éléments de boue du réseau, ou on peut faire ça très rapidement, en une matinée, une journée, selon la taille du logement, en utilisant une station de désembouage. Donc il y a plusieurs techniques. Une fois qu'on a désemboué, il va falloir de nouveau rincer. Et une fois qu'on a rincé, on remplit le réseau et on le met sous pression avec un inhibiteur de corrosion, éventuellement d'entartrage,
et éventuellement de développement bactérien. Donc si je comprends bien, ça prend du temps. Ça ne se fait pas dans la journée. Enfin, l'opération se fait dans la journée. Elle peut se faire dans la journée. Il faut laisser poser néanmoins et revenir un peu plus tard. Non, Les deux sont les deux. On peut faire la totalité de l'opération, des différentes étapes que je viens de définir, en l'espace d'une journée. Mais on peut aussi choisir, et ça dépend beaucoup du contexte et de la pratique professionnelle qui est choisie, mais ça dépend beaucoup du contexte. Par exemple, en plein hiver, on peut imaginer que ça n'est pas très pratique d'interrompre en pleine journée, en pic de froid, une journée ou 2 journées sur une grande maison pour faire un désembouage. Donc dans ce cas-là, on va plutôt préconiser un désembouage lent parce qu'on va remettre les boues en suspension, en solution dans l'eau, et on va permettre au réseau de recirculer correctement pour un temps. Mais il ne faudra pas garder et conserver cet état de fait pendant longtemps. À un moment, au bout de quelques semaines, il faudra intervenir pour vidanger de nouveau, rincer et protéger, comme je l'ai dit, pour l'avenir. Allez, pour en savoir encore plus sur une opération de désembouage, allons chez un client en Seine-et-Marne et vous allez reconnaître dans le reportage une vedette qu'on a déjà sur ce plateau. Je fais régulièrement l'entretien de ma chaudière et lors de la dernière intervention, ils ont constaté qu'il y avait un problème d'embouage. Effectivement, je l'ai constaté moi-même, d'ailleurs, en voulant purger un radiateur et j'ai vu que ça coulait très noir. Et donc je me suis dit, effectivement, là, il faut y passer. Le désembouage, c'est vraiment le rinçage de votre installation. On utilise de l'eau et de l'air. L'eau pour la circulation, l'air pour décoller la boue et la crasse qui va être dans les radiateurs. Arrivé chez le client, on prend connaissance du réseau, on va vidanger notre installation, se connecter au point stratégique que l'on aura déterminé pour qu'on ait un sens de circulation optimum et qu'on passe bien partout. Et la première étape, c'est d'envoyer un produit désembouant. Donc c'est un produit qui va, c'est un peu acide, c'est un produit qui va dissoudre les boues et les décoller. Ensuite, on va connecter le tuyau d'arrivée d'eau froide avec notre bipass et notre compresseur sur le départ et le retour du circuit. On va commencer le désembouage. On va fermer radiateur par radiateur pour avoir un désembouage vraiment par radiateur. Ensuite, on va revidanger, remettre en eau, purger l'installation, injecter le produit inhibiteur et faire les essais de chauffe pour voir si tout va bien. Je constatais sur les dernières années un dysfonctionnement, c'est-à-dire que les radiateurs, la circulation dans les radiateurs se faisait de moins en moins bien. Donc j'avais des parties froides. Donc j'espère que pour l'hiver à suivre, ça va s'améliorer et que le chauffage sera optimum. Nicolas Ledoux, puisque c'était bien vous, non pas une doublure dans le reportage, c'est une opération classique, c'est un désembouage classique? C'est un désembouage classique, un désembouage lent avec boucle de plancher chauffant et radiateur. Donc 15 jours après la première intervention, on est revenu, on a fait son rinçage à l'eau et à l'air, remplissage, purge, test, injection de l'inhibiteur comme vous avez pu voir. Et puis voilà, le client est content, maintenant ça chauffe super bien partout et c'est parti quoi. Mais ça c'est une opération quotidienne, oui, bien sûr. C'est un sujet que nous n'avons pas encore abordé. Est-ce que ça demande des compétences particulières aussi pour les professionnels et pour leurs collaborateurs? Oui, parce que déjà, il faut connaître quand même les produits, à quoi ils servent, et pas les utiliser n'importe comment. Et ce que j'ai découvert, moi, c'est quand même la connectique de nos appareils. Là, on peut avoir des difficultés des fois, parce que suivant la configuration des réseaux, on peut se connecter directement sur le départ-retour de la chaudière, et on ne va pas forcément circuler partout. Et des fois, il se peut qu'on n'en ait pas circulé dans 2 ou 3 radiateurs parce que le réseau a fait que. Donc il faut savoir déterminer où se connecter pour bien vraiment circuler dans tout le réseau et pas oublier une boucle de plancher. Enfin ça c'est difficile, une boucle de plancher, mais un radiateur ou 2 ou parce qu'on est sur du bitube et qu'il y a un radiateur qui est... Enfin, plutôt une installation monotube, pardon, et puis il y a 2 radiateurs qui ont été repiqués en bitube, du coup ça marche plus bien. Enfin, faut vraiment faire attention à ça et bien prendre connaissance de son réseau et réfléchir à là où on va se connecter. Donc quand vous arrivez, admettons, on fait ce fameux test de turbidité, ça montre qu'il faut procéder à une opération de désembouage. Avant de la pratiquer, le professionnel doit faire le tour du logement, mais vraiment le tour complet et d'aller voir tout le réseau. Bien sûr. Après, on n'est pas libre, on n'est pas à l'abri d'une erreur, quelque chose qu'on n'aurait pas vu. Donc on va s'en rendre compte quand on fera le désembouage, si on circule bien par ici, par là, c'est là qu'on va vraiment se rendre compte. Après, on réfléchit quand on est sur place et on change de stratégie au moment venu, quoi.
L'eau aussi a un cycle parfois un peu paresseux. Comment savoir si ce que vous avez envoyé dans le réseau, finalement, a produit son effet et que l'eau n'a pas trouvé un circuit plus court? C'est pour ça que je vous dis, il faut bien prendre connaissance de son réseau, bien se connecter aux endroits stratégiques, passer dans chaque radiateur, comme je vous expliquais lors de la vidéo, fermer radiateur par radiateur pour qu'on soit sûr que l'eau soit bien passée dans ce radiateur-là. Si quand on a fermé tous les autres radiateurs et que dans celui-ci, on n'a pas d'eau qui coule au bout, il y a un problème, il y a quelque chose, c'est que l'eau n'y va pas, donc il faut trouver une solution. Il y a je m'excuse, il y a incontestablement une pratique et une connaissance du réseau à avoir. Oui. Et donc ça, nos plombiers connaissent ça, c'est leur métier. Par contre, il y a des solutions qui existent aujourd'hui, qui sont assez faciles d'accès pour démontrer aux clients que le travail a été fait correctement. Il y a tout simplement des petites analyses qui sont sur le marché aujourd'hui, avec des bandelettes, qui peuvent très vite démontrer, après le désembouage, que le réseau a retrouvé sa propreté, sa fluidité et son efficacité. C'est des analyses d'eau assez simples, qu'on a simplifiées, mais qui existent sur le marché, qui sont disponibles et que beaucoup de SAV utilisent aujourd'hui d'ailleurs. Alors, vous ne pouvez pas faire le test de turbidité que nous avons vu en début de rendez-vous Sinasav. Ça ne suffit pas pour prouver au client que son eau est redevenue plus normale. Ça peut aider, mais je pense que parfois, effectivement, selon l'importance de l'opération, notamment quand on est sur des opérations plus importantes, que ce soit dans des bâtiments collectifs ou que ce soit dans des grandes maisons, par exemple, on peut avoir besoin peut-être d'être rassuré sur vraiment l'efficacité, parce que parfois le coût aura été important et un simple test de turbidité peut suffire, notamment dans un appartement ou dans une maison couramment. Contrôle visuel, ça suffit. Mais sinon, on peut aussi demander, pour des coûts relativement raisonnables, des analyses. Des analyses d'eau, aujourd'hui, ça se trouve. Nicolas. Oui, parce que c'est-à-dire quand on dépense beaucoup dans un gros désembouage, il faut les résultats. De toute façon, on garantit, nous par exemple, on garantit nos résultats, donc on va pousser les analyses plus loin. Et puis même pour établir les stratégies, déjà on analyse l'eau avant, pour savoir ce qu'il y a dans l'eau et pourquoi ça s'est encrassé, tout ça. Donc et c'est de l'analyse de l'eau qu'on va établir une stratégie de traitement. Et vous communiquez un document officiel, aux clients, pour qu'ensuite, peut-être, si jamais il y a un souci, pour la garantie du matériel. Il a un rapport d'analyse, tout à fait, oui, tout à fait. Est-ce que les professionnels sont suffisamment formés, de manière générale, si on prend un angle Sinasav, sur ces tests et sur la façon de procéder sur le désembouage ? Alors, suffisamment formé, on ne l'est jamais assez. On a toujours besoin de formation, les systèmes évoluent, la complexité évolue, donc on a toujours besoin d'apprendre sur le sujet. Et on a pu le voir, le désembouage qu'on connaissait il y a 15-20 ans n'est pas celui qu'on rencontre aujourd'hui. Donc clairement, il y a une évolution. Mais aujourd'hui, on dispose d'outils pour la formation auprès des fournisseurs de produits qui nous permettent quand même d'être compétents. Après, effectivement, comme on l'a dit, on a la possibilité... Quasiment tous les fabricants de produits nous laissent la possibilité de faire un échantillonnage d'eau et de leur envoyer pour qu'ils fassent une analyse et nous préconisent un traitement. Donc on a des appuis quand même derrière. Souvent sur des installations complexes où il y aurait eu un souci, ils peuvent nous accompagner également pour essayer de comprendre ce qui se passe. On a des outils entre les pompes, tout ce qui sort comme matériel, c'est quand même très performant. Effectivement, la complexité, c'est ce qu'a dit Nicolas, c'est de bien identifier le réseau hydraulique. C'est ça. Il faut bien comprendre le réseau hydraulique. Voilà. Parce que si vous avez une 23 voies qui se promènent par-ci par-là, ça peut vous mettre votre désembouage en l'air. Voilà. Maintenant que le test de la qualité de l'eau est obligatoire chaque année pour celles et ceux qui sont équipés d'une chaudière gaz, est-ce que ça veut dire que vous anticipez un bond du marché, que vous imaginez que vous allez faire de plus en plus de désembouage ? Moi, personnellement, oui, je l'imagine, oui, forcément. Surtout travaillant avec des grosses sociétés de services, je pense que déjà actuellement, ça augmente exponentiellement. Donc oui, j'imagine une forte augmentation d'ici... peut-être pas tout de suite, parce qu'il y a l'inertie et il faut que la mise en place de cet arrêté se fasse. Mais je pense que oui, ça va augmenter fortement. Enfin, il est en place, puisque c'est obligatoire depuis le mois de juillet 2020. Et pour compléter, en fait, c'est un marché qui est déjà en augmentation régulière, tout simplement parce que la technologie des générateurs a évolué. Les passages d'eau à l'intérieur des générateurs sont de plus en plus petits. Donc ça se bouge de plus en plus facilement. Oui, on a de plus en plus de problèmes, en fait. Il faut que la qualité de l'eau
soit bonne. Soit bonne. Alors avant de passer aux questions posées par les adhérents du SINASAV, et je les en remercie, j'ai une question. On a parlé de comment ça marche, mais il y avait une autre émission fort réputée à l'époque, à la même époque, c'est combien ça coûte. Oui. Combien ça coûte un désembouant, un désembouage? Le désembouant, ça coûte pas cher. Non, nous, nos tarifs, suivant la stratégie appliquée, ça va chez un particulier avec une installation basique, entre 10 et 15 radiateurs, on va dire, ça va de 750 à 1200, 1300 euros. Et avec garantie de résultat, garantie et suivi de la qualité de l'eau pendant 2 ans. Voilà, J'allais dire, ça dépend de la taille de l'installation. Et de la stratégie donc appliquée. entre 750 et 1200. Quand vous entendez stratégie, c'est-à-dire lent, rapide, violent, ou sans produit. Il y a des fois, des gens, ils n'ont pas les moyens de s'offrir un vrai désembouage. Donc, on va faire un rinçage amélioré, à l'eau et à l'air, un peu d'inhibiteur et c'est tout. Il n'y aura pas eu la dissolution des boues avant avec un désembouant lent. Voilà, mais après, c'est un peu à la demande du client, quand on s'adapte aussi au budget. Vraiment, économiquement viable, si on prend la perte de performance des générateurs, les remplacements de pièces que ça peut impliquer, C'est certain. la chute de l'inconfort que ça peut générer dans la maison. Au final, il est gagnant. Il sera gagnant, mais dépenser sur cette somme plutôt que changer un échangeur le à problème, plaque, c'est etc. l'instant T, quoi. Une question rapide et un peu naïve. Est-ce que je peux le faire moi-même? Je suis un peu bricoleur. Est-ce que je peux injecter de l'eau? Vous pouvez tenter quelque chose, mais Vous n'allez pas avoir les je pense que ça va pas super bien marcher quand même. Le risque, c'est de faire un rinçage contre-productif. Oui, Donc ça, c'est une c'est-à-dire réponse à la Michel Chevalet. Oui. Je vais vous expliquer. C'est tout simplement, au lieu d'évacuer les bouts de l'installation, vous allez les pousser dans le générateur. C'est-à-dire que quand on fait un rinçage, Oui. il y a un sens de circulation à respecter, le but étant d'évacuer les bouts. Si on s'y prend mal, ça peut être l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on pousse vers l'installation et on pousse tout vers le générateur et on évacue après le passage dans le générateur. Après, on appelle Louis Moulin et Non, on mais dit c'est- allô. Exactement. Et je le rappelle encore une fois que n'importe quelle intervention sur un réseau de chauffage ou sur un générateur doit être faite par un professionnel. Nous, si jamais on a aussi des plaintes ou des expertises à faire et qu'il n'y a pas la facture d'un professionnel, évidemment, le particulier sera responsable de ce qu'il a fait. Et dans le cas que citait Eric, là, c'est le remplacement du générateur complet et sera à sa charge. Question, le pot à bout devrait-il être systématique sur de l'installation neuve ou sur de l'existant? Pour Qui ma répond? part, oui. Oui. Systématique. Oui, Neuf ou existant? les deux. Les deux, mon capitaine. Dans toutes nos notices d'installation, on va mettre cette mention qu'il faut que l'installateur mette un système. On préconise que l'installateur mette un système de protection du réseau. Donc évidemment, il est plus que fortement recommandé. D'ailleurs, tous les fabricants justement de filtres ou de pots à bout, de filtres magnétiques, peu importe comment on les appelle, ont plusieurs types de filtres. Des plus gros ou des plus petits, des tout petits assez compacts, qui permettent de s'intégrer dans des cuisines. Un peu partout, on ne pouvait pas les intégrer. Maintenant, on peut les intégrer assez facilement. Et ça protège vraiment les générateurs et donc aussi le réseau. Je rappelle juste que Franck. il ne faut pas perdre de vue que même si je suis absolument pour la pose systématique du filtre, c'est une sécurité pour le générateur, mais ça n'est pas une solution contre la corrosion, contre le développement bactérien. La seule solution qui existe aujourd'hui, c'est bien le traitement, donc le Donc conditionnement, c'est l'un et l'autre. le conditionnement de C'est l'eau. fromage et dessert. Des Conditionnement ceintures du et réseau. bretelles. Ceinture et bretelles. Enfin, ces vrai. filtres aussi, il faut quand même le dire, pour pouvoir mettre le traitement, ça facilite vraiment Aussi, l'insertion ça du fait un traitement. point d'injection. Ouais. Un point C'est d'injection clair. qui est assez Tout à fait. facile pour pouvoir mettre le traitement Ça, c'est pour vrai. les SAV, les installateurs, etc. Tout à fait. Donc, Une question plutôt pour vous, Eric Hernandez. Si le désembouement permet des économies d'énergie, un C2E, donc un certificat d'économie d'énergie désembouement, ne serait-il pas intéressant pour inciter justement les clients à le faire? Tout à fait. Le SINASAV œuvre depuis des mois auprès de l'ADEME pour la mise en place d'un C2E désembouage. Le dossier est rendu dans les mains de l'ADEME, donc on attend leur réponse prochainement et on espère avoir une réponse positive. Alors à voir la hauteur de prise en charge qui vont déterminer, et pour une mise en application 1er janvier 2022, ça c'est notre souhait, après à l'administration de réagir. Est-ce qu'on a une idée quand même du calendrier auquel ce C2E pourrait arriver sur le marché 2022? 1er janvier.
1er janvier 2022. On Oui. espère Oui. une mise en place au Vous 1er travaillez, janvier donc, toutes 2022. les équipes du SINASAV travaillent Œuvrez pour dans ce sens-là. du lobbying, évidemment, pour que cela fonctionne. Voilà, messieurs, j'espère que nous n'avons rien oublié sur le sujet du désembouage. Et j'espère que nous vous avons convaincus sur l'intérêt de pratiquer ce désembouage et d'avoir une qualité d'eau extrêmement bonne dans vos installations, évidemment, pour éviter des conséquences fâcheuses. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce deuxième rendez-vous SINASAV. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un 3e numéro. À bientôt.